Réaction, analyse à Paris avec Younes Belfella. Bonsoir monsieur, Bonsoir. merci d'être là. Vous êtes enseignant-chercheur à Paris 8 et directeur de MedFocus, un centre de réflexion spécialisé sur le Moyen-Orient. Et puis avec nous également, et c'est particulièrement sensible vu la situation, Jean-Claude Samouillet. Bonsoir monsieur. Bonsoir. Vous êtes président d'Amnesty International France. Et pour continuer à parler de cette question, de ce dossier des otages, je me tourne d'abord vers vous. Cette femme qu'on a vue dans le reportage de Marc de Chalvron, comme les prudences qu'énonce Christophe Gascar, vous restez prudent, vous êtes entre espoir et prudence ce soir? Tout à fait, tout à fait. Mais c'est quand même un premier pas qu'on ne peut pas négliger. Bien sûr, on imagine la souffrance des familles des otages et des otages eux-mêmes pendant ces 6 semaines. Et s'il y a 50 otages qui sont libérés, c'est un premier pas. Mais ne pas oublier qu'il en reste quand même 190 qui sont aux mains du Hamas ou d'autres groupes armés palestiniens. Donc c'est un premier pas. Et c'est quelque chose de très important. De même que la pause de 4 jours, l'accalmie sur les bombardements pendant 4 jours, c'est également un premier pas bien insuffisant pour soulager les souffrances du peuple gazaoui, puisque ça va permettre à quelques camions de pénétrer, d'apporter les produits de première nécessité, notamment de l'eau potable, parce qu'on sait qu'il y a des épidémies de diarrhée ou d'infections respiratoires. Ces camions vont pouvoir apporter de l'alimentation, ces camions vont pouvoir apporter du gasoil aussi pour faire marcher les hôpitaux, pour relancer peut-être les hôpitaux, les usines de dessalement d'eau de mer, parce qu'il y a un besoin vital d'eau potable. Mais 4 jours, c'est vraiment très, très, très peu. Donc, nous, ce qu'on souhaite, c'est qu'il y ait un cessez-le-feu qui soit significatif pour soulager significativement les souffrances du peuple. Sur ce qui est vraiment l'attente là du côté israélien, on ira bien sûr côté palestinien. Est-ce que vous comprenez et est-ce que vous connaissez, monsieur, ce que décrivait Christophe Gascar à l'instant, du soin particulier qui va être pris pour accueillir des femmes et des enfants qui ont été détenus, on ne sait pas dans quelles conditions? Vous, à Amnesty International, vous avez aussi l'habitude d'accueillir, de prendre soin de personnes qui ont été prisonnières, qui ont été choquées, qui ont été détenues contre leur gré. C'est vrai que les femmes et les enfants font partie des populations les plus vulnérables. Elles doivent avoir des soins particuliers parce qu'elles peuvent subir des violences liées à leur genre, liées au fait qu'elles sont femmes. Donc effectivement, il faut apporter tous les soins à ces personnes et c'est vraiment quelque chose d'indispensable effectivement à mettre en place. Younes Belfella, monsieur, on est dans un temps suspendu entre Israël et le Hamas en ce moment. On vit ce temps là au moment où on se parle. Je crois que la libération des otages ne veut pas dire la fin de la guerre, clairement. On sait parfaitement qu'il y aura une suite, c'est déclaré même de la stratégie militaire israélienne. Maintenant, Benyamin Netanyahou l'a dit ainsi après la trêve. ouais. Alors c'est peut-être juste de la communication politique. Non, En tout cas, il l'a dit. ça La va guerre quand même. reprendra après la trêve. Certains Sûr, demandent le contraire. Ce qui est sûr, c'est que jusqu'aujourd'hui, les objectifs déclarés par l'armée israélienne ne sont pas atteints. Donc voilà, c'est un Détruire élément. le Hamas. Détruire le Hamas, c'est pas atteint. Et l'objectif qui était déclaré avant de détruire le Hamas, c'était le fait de dire faire retourner les otages à la maison. Ça n'a pas marché par le militaire et ça a marché par le politique. Et ça, c'est très important. C'est-à-dire qu'Israël a pu obtenir des choses par la négociation politique qu'elle ne pouvait pas les avoir par l'aspect militaire. Vous pensez que l'opération dont la force est dénoncée par nombre des alliés d'Israël n'a pas joué dans la pression qui a été mise sur le Hamas pour accepter je crois que de libérer les otages? Non, le Hamas, dès le premier jour, ils étaient prêts pour négocier parce que c'est une carte politique, ils vont la jouer. Ça fait une grande pression sur le gouvernement israélien. Ça permet d'avoir libéré des prisonniers palestiniens. Ça, c'est un élément aussi très important. Ce qui est important maintenant, c'est que le Hamas, elle a gagné beaucoup de points politiques. Elle s'impose en tant qu'acteur politique très important qui arrive à négocier avec les États-Unis, même si que c'est indirectement à travers le Qatar. Mais en même temps, elle gagne beaucoup de points dans la popularité dans la rue palestinienne, de fait que c'est le mouvement qui est le leadership de cette affaire. Il faut rappeler quand même qu'il y a à peu près 7000 Palestiniens dans les prisons israéliennes,
notamment 200 enfants mineurs et 78 femmes. Donc, généralement, ça sera la priorité pour ces gens-là pour sortir dans ce premier round de négociations, parce qu'il y aura un deuxième par la suite qui concernera une cinquantaine d'Israéliens face aussi à 150 Palestiniens. C'est aussi un élément qui nous dit que, bon, c'est effectivement grâce aux États-Unis qui ont joué quand même un rôle décisionnel très intéressant, très significatif en termes de négociations. Maintenant, la suite de la guerre, c'est-à-dire le fait d'évacuer la population de Gaza de la bande du nord vers le sud, dévaster tout le nord. Quels sont les objectifs de l'armée israélienne après? C'est ça la grande question. On va avoir le porte-parole dans un instant de l'armée israélienne. Il va pouvoir nous répondre directement. Je voudrais qu'on écoute, messieurs, un nouveau témoignage aujourd'hui sur l'antenne de France Info, celui d'Adva Hadar. C'est sa grand-mère, et vous verrez, il y a son visage sur le t-shirt qu'elle porte, de 85 ans, qui avait été enlevé dans le kibboutz de Niroz. Je n'ai aucune information au-delà de ce qui a été diffusé par la presse. Nous ne connaissons pas les détails de la négociation. Nous ne savons pas qui sera rendu. Il n'y a aucune certitude et nous sommes vraiment dans l'incertitude totale. Nous continuerons à lutter jusqu'à tous les 246 otages seront libérés. Il faut se souvenir que l'accord parle de 50 personnes. Eh bien, il y en a encore près de 200 qui ne nous seront pas encore rendus. Il ne faut pas baisser les armes. Il faut continuer à lutter chacun à notre place. Et nous mettons la pression sur le gouvernement, on met la pression sur le monde entier. Et je pense que ça doit être le travail de chacun d'entre nous, de tout le monde, pour que ces gens-là soient rendus à leur maison. Adva Hadar sur France Info tout à l'heure, dont la grand-mère est retenue en otage. Jean-Claude Samouillet, si on s'extrait, si c'est possible, de ce conflit israélo-palestinien, si on raisonne dans les conflits en général, l'utilisation des otages comme ça dans un conflit, c'est une arme politique évidemment, c'est une torture psychologique aussi pour les familles. C'est un crime de guerre. Au regard du droit international, enlever des civils et les retenir en otage, c'est un crime de guerre que nous dénonçons d'ailleurs depuis le 7 octobre. Aucune armée, aucun belligérant ne peut se soustraire au droit de la guerre, aux conventions de Genève, et aucune armée n'a le droit de prendre en otage, de kidnapper des civils. C'est un crime de guerre. Alors, on sait maintenant qu'il y a des Français, ça a été confirmé, on s'en doutait, mais ça a été confirmé aujourd'hui, et leur nombre précisément, ils sont 8. C'est ce qu'a, et leur photo s'affiche à l'instant, dont de très jeunes, et c'est ce qu'a exprimé, ce qu'a confirmé ce matin la ministre des Affaires étrangères chez nos confrères de France Inter. La pause, la trêve, c'est la même chose, permettra de libérer les premiers otages. Elle doit commencer, dit le Qatar, dans les 24 heures, c'est-à-dire peut-être aujourd'hui, ce qui permet d'espérer soit une libération en fin de journée, soit plus vraisemblablement demain, d'un premier groupe. Et je redis que nous espérons vivement, nous y travaillons, que des Français, des enfants et des femmes en particulier, soient dans ce premier groupe de personnes libérées. Voilà, ça c'est l'espoir de la ministre des Affaires étrangères. Ça fait partie des négociations. Est-ce qu'un pays comme la France peut peser pour que ses ressortissants soient libérés dans les premiers? On sait que 2 femmes qui avaient la nationalité américaine, elles sont sorties plus tôt. En suivant l'affaire, je crois que c'était les pays occidentaux qui étaient plus intéressés par rapport à la question d'otages, par rapport au gouvernement israélien. Parce que le gouvernement Vous dites qu'ils défendaient plus les étrangers, entre guillemets. Ils défendaient plus, et ils étaient plus ils étaient plus en fait dans cette pression, on va dire, d'opinion internationale, de communauté internationale qui se mobilise pour la question des otages. Parce que si vous voyez le gouvernement israélien, ses déclarations, il avait des déclarations de guerre. Quand il a décidé de faire l'offensive à la bande de Gaza, il sait parfaitement qu'il risque de bombarder des bâtiments là où il y a des otages. Donc forcément, moi je trouve qu'on a gagné beaucoup de temps, parce que s'il n'y avait que les Israéliens dans ce genre de négociations, ça peut rappeler quand même l'histoire de Gilad Shalit qui a pris quand même 5 ans ou 6 ans de négociations. Donc, avec un nombre de prisonniers palestiniens libérés très nombreux pour très élevé. Pour sa libération. Il y a le fameux Yahya Sanwar qui est le chef, l'état-major actuellement de Hamas. Donc là aujourd'hui, je trouve qu'il y a un effort qui est fait par les pays occidentaux,
par la diplomatie française, que je, bien évidemment je salue, parce que ça fait quand même quelques semaines là où il y a des déplacements, des échanges. On a vu des déplacements du président, de la ministre des Affaires étrangères. La semaine dernière, le déplacement du ministre des Armées, 2 fois au Qatar et avec en Emmanuel Égypte. Macron qui recevait aujourd'hui aussi Les chefs de la diplomatie, du monde arabe. Du monde arabe. Et donc, ce qui fait que c'est vrai que ça, si je peux dire, pour la politique française, ça enregistre un retour de la politique française pour le Moyen-Orient. Et c'est grâce à cet effort américain, français, occidental en général, qu'on a pu avoir une avancée très considérable sur la question des otages. Maintenant, je ne sais pas, est-ce que les cinquantaines sont tous des binationaux? Parce que ça peut aussi créer une nouvelle tension, une pression pour le gouvernement israélien. Ça veut dire que c'est les Israéliens qui vont être détenus. Deuxièmement, on a un autre effet qui est, parce que parmi les otages, vous avez des civils et des militaires. Donc là, maintenant... c'est les civils qui vont sortir. Les militaires, ça va être plus compliqué. Ça va être plus compliqué et ça peut être par la suite une autre affaire, soit de négociation politique, soit de guerre entre le Hamas et Israël. Alors justement, vous parlez de militaires, monsieur. On est heureux de vous accueillir. Colonel, me semble-t-il, corrigez-moi si je dis une bêtise, Olivier Rafovitz. Bonsoir, monsieur. Bonsoir et merci de m'inviter sur votre plateau. C'est moi qui vous remercie. Porte-parole de l'armée israélienne. On a beaucoup de questions à vous poser. D'abord, est-ce que vous êtes confiant pour les prochaines heures ? Vous savez, cette guerre, elle a été imposée à Israël le 7 octobre, lorsque le Hamas a massacré 1200 Israéliens, en a blessé près de 6000 et en a kidnappé près de 250. À l'heure où nous parlons, aucun des otages n'est revenu chez nous, vivant. Et donc, à l'heure où nous parlons, nous attendons. Et pour l'instant, nous sommes toujours en guerre. Nous allons même être en guerre après les échanges entre les prisonniers palestiniens que nous allons libérer, qui sont tous, même si c'est des femmes et des jeunes, tous liés au terrorisme, et que nous allons récupérer, je l'espère, les otages israéliens en main du Hamas. Donc on ne parle pas de confiance, on parle actuellement d'attente. Et sur l'attente, colonel, sur ce que nos reporters disent en écoutant notamment les chaînes israéliennes, vous confirmez une dizaine de personnes probablement libérées demain. On disait demain matin, finalement on dit demain soir pour profiter de la nuit et peut-être plus de sécurité pour cette opération. Le Hamas est une organisation terroriste extrêmement vicieuse. Tant que les otages ne sont pas chez nous, sains et saufs à la maison, il n'y a rien à dire. Donc on ne va pas faire de prospective, de prophétie, ni d'analyse demain. Nous allons attendre. Ce qui est clair, c'est que pour nous en Israël, la décision du gouvernement israélien est une décision difficile mais juste. Et nous allons attendre de voir les Israéliens rentrer chez eux et que les familles puissent les voir, les toucher, les embrasser. Vous savez, c'est quand même un chantage horrible que mènent le Hamas et les organisations terroristes salafistes de la bande de Gaza avec les familles israéliennes. Ils ont kidnappé des enfants, des bébés, des femmes, des vieillards, tous des civils dans leur maison. Ils étaient parfois en train de dormir. Durant un massacre le plus horrible que nous avons connu, nous, État d'Israël et peuple juif, depuis la Seconde Guerre mondiale. Donc nous sommes dans une situation, encore une fois, extrêmement sérieuse et toujours en guerre avec le Hamas parce que nous avons 2 missions à remplir ici. Un, c'est le retour et le fait que tous les otages reviennent sains et saufs en Israël. Et le deuxième but de la mission de la guerre, c'est le démantèlement et la destruction du Hamas dans la bande de Gaza. Est-ce que ça a été dur c'est ce qu'on comprenait, monsieur, à demi-mot dans ce que vous disiez, est-ce que ça a été dur, colonel, pour l'armée d'accepter cette trêve de 4 jours? L'armée israélienne est une armée d'un pays démocratique. C'est l'échelon politique qui décide. Mais, oui. Et Tsahal, l'armée de défense d'Israël, je vous réponds, s'adapte aux décisions. Maintenant, tous les services de sécurité israéliens, Shabak, Mossad et Tsahal, ont participé aux décisions et ont accepté tout à fait cette décision. Donc l'armée a signé aussi bien sûr cet accord. Ce n'est pas un accord.
C'est pas un accord, c'est un cadre. Un cadre dans lequel les otages vont revenir à la maison. Mais il n'y a pas d'accord entre l'État d'Israël et le Hamas. Ce n'est pas le mot à utiliser. On peut parler d'une formule. Il n'y a pas d'accord. Est-ce que vous redoutez, en tant que militaire, des spécialistes français le disaient sur notre plateau hier soir, que le risque militaire, quand on arrête les opérations, pour des côtés humanitaires évidemment que l'on comprend, c'est aussi que l'adversaire se réarme. Je crois que dans cette formule ou dans ce cadre que vous définissez, il a été acté pour les 3 têtes ou les 3 corps de l'armée israélienne de ne plus utiliser de drones, par exemple, de surveillance pour surveiller les activités du Hamas. Est-ce que vous avez peur? Est-ce que l'armée redoute que votre adversaire se réorganise, se réarme, aille s'organiser ailleurs, dans la bande de Gaza? Alors, ni on a peur, ni on redoute. On est tout à fait conscient des problématiques d'une pause par rapport à cet échange. Mais encore une fois, les forces de l'armée israélienne doivent d'abord avant tout être extrêmement vigilantes durant cette pause. Le Hamas ne disparaît pas, il est là, embusqué, caché, il piège, il est armé. Lui-même d'ailleurs a déclaré qu'il est prêt à appuyer sur la gâchette. Donc la guerre n'est pas terminée, donc nous sommes là, nous devons sécuriser nos troupes et être prêts à toute éventualité. Encore une fois, nous sommes là et nous nous adaptons à la décision qu'a prise le gouvernement israélien, qui est une décision difficile, dure, mais juste. Et dans ce cadre-là, nous ferons ce qui doit être fait pour à la fois assurer la sécurité, la sécurisation de nos troupes sur le terrain et que l'échange se fasse. Colonel, restez avec nous. Vous avez une parole évidemment militaire. Je voudrais vous faire réagir à une parole politique, celle de l'ancien ministre français des Affaires étrangères qui réagissait justement à l'opération en cours, Jean-Yves Le Drian, sur France Info ce matin. Et le Qatar et les États-Unis ont joué un rôle très, très important, mais ça fonctionne. Alors de là à ce que la trêve puisse aboutir, c'est ce que souhaite le président de la République, à ce qu'elle se transforme progressivement en cessez-le-feu, il n'y a qu'un pas, mais j'espère qu'il sera franchi. Et donc je pense que la période de trêve, là, peut-être, si elle a lieu correctement dans les 4 jours, être le point de départ d'une réflexion sur le jour d'après. Il faudra bien se poser la question du jour d'après. Il faudra bien se poser la question du jour d'après. Vous y êtes prêt, colonel? Le jour d'après, oui. Le jour d'après, après que le Hamas disparaisse de la bande de Gaza. Il ne peut pas y avoir de cessez-le-feu aujourd'hui tant que le Hamas existe dans la bande de Gaza et est une menace militaire et sécuritaire pour les intérêts d'Israël. On a vu ce qu'il était capable de faire le 7 octobre. On a vu ce qu'il a fait, massacrer, éventrer des femmes enceintes, brûler des enfants, des maisons. Donc, le jour d'après, oui, après que le Hamas disparaisse de la bande de Gaza, là on pourra en parler, mais ce n'est pas le cas pour l'instant. La guerre va continuer après la pause. Et je suis très clair par rapport à cela. Oui. Je vais être très clair par rapport à cela. L'État d'Israël est en guerre avec le Hamas, avec le but d'éliminer le Hamas. La pause actuellement qui est là, qui a été donc discutée et acceptée, est une pause pour l'échange entre les otages israéliens kidnappés aux mains du Hamas et peut-être d'autres groupes salafistes et des prisonnières et des prisonniers palestiniens terroristes, arrêtés pour terrorisme et pour lutte terroriste contre Israël dans les prisons israéliennes. Ça n'a rien à voir. Donc ceux qui parlent de cessez-le-feu, aujourd'hui, je m'excuse, ne comprennent pas ou ne veulent pas comprendre la réalité à laquelle Israël fait face. Et cette réalité, elle est que le Hamas est un califat génocidaire au sud d'Israël qui a mis la bande de Gaza à feu et à sang, qui a appauvri les Gazaouis, qui a volé l'argent de la communauté internationale pour construire des tunnels et mettre des armes et des munitions pour faire la guerre à Israël. Donc on ne fait pas un cessez-le-feu quand on a toujours un ennemi de la sorte face à nous. Le Hamas va être éliminé et détruit. Après, on pourra parler du jour d'après. Et je pense que vos propos feront réagir dans un instant sur le plateau à Paris. Est-ce que vous confirmez, colonel, la formule, pour reprendre vos termes, de 10 otages libérés par jour de trêve, voire 10 otages de plus par jour de trêve supplémentaire? Est-ce que ça fait partie des discussions? Pour des raisons que vous pouvez comprendre, je ne veux pas entrer dans les clauses internes du cadre.
pour le retour de nos otages. Et dernière question, vous nous disiez que la guerre, au moment où on se parle, les armes israéliennes, on l'a vu aussi en images, continuent de parler à Gaza. Est-ce que vous avez un bilan précis des soldats israéliens qui, eux, sont tombés jusqu'à présent, sont morts dans ce combat que vous livrez contre le Hamas dans ce territoire? Je vais vous répondre tout à fait, mais vous me dites que les armes israéliennes tirent, mais les armes du Hamas tirent aussi. Pourquoi parler que d'Israël? C'est une guerre que nous menons contre un ennemi qui tire et qui tue et qui massacre. Donc il faut un petit peu à un moment donné cesser d'avoir une vision monolithique de ce conflit. Le Hamas, c'est pas 3 terroristes dans une petite cellule terroriste. C'est une armée terroriste de 30 à 40 000 hommes armés jusqu'aux dents qui tirent des missiles balistiques vers Israël. Et ils en tirent encore aujourd'hui à l'heure où nous parlons. Donc, soyons tous dans l'analyse de ce conflit, dans la lecture de ce conflit, dans un factuel et non pas dans une analyse... Non, mais on pourrait se dire à quelques heures de la libération d'otages que vous attendez depuis 47 jours que les armes puissent peut-être se taire par prudence de votre côté. Moi, je ne suis pas militaire, je vous pose la question. Oui, mais les armes, elles se taisent lorsqu'elles se taisent de l'autre côté. Vous n'allez pas ne pas tirer quand on vous tire dessus. C'est une guerre qui est en train de se mener aujourd'hui entre l'État d'Israël et le Hamas, qui est une armée terroriste dans la bande de Gaza, qui a creusé à peu près 800 km de tunnels souterrains, qui a des armes, des munitions et des missiles qui sont tirés à l'heure où nous parlons encore dernièrement autour de la bande de Gaza vers des villes israéliennes. Donc, ils tirent. Et aujourd'hui, on a perdu de nouveau un officier. Et pour en venir au bilan, depuis le 7 octobre, Israël a perdu 391 soldats et soldates au sein de Tsahal. Merci beaucoup, colonel Olivier Rafovitz, porte-parole de l'armée israélienne, d'avoir répondu à nos questions en direct sur France Info. Je me tourne vers nos invités en plateau. Des mots très durs utilisés par le porte-parole de l'armée israélienne. Vous validez califat djihadiste, salafiste, sanguinaire pour caractériser le Hamas avec des milliers, 30 000, 40 000 combattants armés jusqu'aux dents, je le cite. Le sujet, c'est pas de caractériser le Hamas. Maintenant, il y a des pays, bien évidemment, qui ça résonne en tout cas en France, où on a été victime de groupes terroristes, dans cette description qui résonne avec... Pour nous, en France ou en Union européenne, le Hamas est un mouvement terroriste. Donc, c'est pas un sujet de discussion pour nous. Donc, le sujet de discussion actuellement, c'est le cessez-le-feu, que les Israéliens ne veulent pas. D'accord. Il a été très clair. Monsieur, il parle de la guerre. Je suis désolé, mais des deux côtés, palestiniens et israéliens, les premières victimes, c'est des civils. D'accord. Israël, elle a dévasté, pour ne pas dire seulement bombardé, la bande du Gaza, surtout la partie nord, et jusqu'aujourd'hui, elle n'a pas éradiqué le Hamas. Politiquement, ça sera impossible parce que de toute façon, les dirigeants politiques du Hamas ne sont même pas dans la bande de Gaza, ils sont au Qatar. D'accord. Militairement, ça va être vraiment très compliqué. Et avec un risque qui est un risque très important, pas seulement sur la bande du Gaza, mais sur toute la région, qui est le fait de faire un exode forcé de la population du Gaza vers l'Égypte, voire même d'autres pays. Le problème, c'est que vous avez jusqu'aujourd'hui des mouvements dans les territoires palestiniens qui refusent et qui ne reconnaissent pas l'État d'Israël. De la même, vous avez d'autres mouvements, des partis politiques en Israël, principalement de l'extrême droite, voire même certains dirigeants de l'armée, qui ne reconnaissent pas l'État palestinien. Et donc, par rapport à cette situation complexe et compliquée, il y aura toujours un risque de tension par la suite. C'est-à-dire, là maintenant, cette guerre contre le Hamas, elle peut se terminer, il y aura d'autres guerres, c'est sûr. Pas seulement contre le Hamas, mais il y aura d'autres mouvements. Il y a déjà les partenaires de Hamas dans la bande de Gaza, le djihad islamique et les milices de Azz ad-Din al-Qassam. Vous avez encore dans le nord le Hezbollah. Là où on glisse vers une guerre en Hezbollah, la tension elle était très élevée hier au Liban. Si vous avez bien suivi les médias, il y a même des journalistes qui étaient tués au Liban. En Cisjordanie, depuis le 7 octobre, les implantations coloniales... 200 Palestiniens tués, je crois, en Cisjordanie, dénoncés par la ministre des Affaires étrangères. Par la ministre des Affaires étrangères. Et en plus, vous avez des arrestations dans la Cisjordanie, des implantations coloniales qui se font
les colons dans la Cisjordanie sont accompagnés, assistés par l'armée israélienne. Vous avez maintenant à peu près 150 implantations coloniales. Donc forcément, ce qui se passe actuellement, c'est qu'on est en train de créer de nouvelles guerres. Moi, ça, je peux le comprendre, parce que quand on analyse la situation d'Israël, le 7 octobre, elle était touchée dans sa force de dissuasion régionale. Et donc forcément, là maintenant, pour mettre un peu d'arrêt, voire une sécurité, elle va se terminer de cette guerre et elle va ouvrir une nouvelle guerre contre d'autres mouvements pour redorer le blason à l'armée et rendre cette force de dissuasion. Mais on ne doit pas négliger qu'on peut risquer d'avoir un embrasement, une extension de cette guerre. On va en parler. Je voudrais juste faire réagir d'un mot Jean-Claude Samouillet sur le non au cessez-le-feu. Vous réclamiez tout à l'heure, au nom de votre organisation Amnesty International, un cessez-le-feu. On a écouté le porte-parole de l'armée israélienne. C'est non. La trêve et la guerre reprend. On est en guerre. Et nous continuerons à demander à la communauté internationale de faire pression pour obtenir ce cessez-le-feu. 4 jours d'accalmie, c'est nettement insuffisant pour faire repartir les hôpitaux, pour apporter de la nourriture, pour apporter de l'eau potable. Donc nous persistons à demander un cessez-le-feu significatif pour avoir un soulagement de la détresse de la population gazaoui de façon significative. Alors on va regarder un dernier reportage ensemble pour nourrir cette discussion avec ce qui est derrière la scène qui fait qu'aujourd'hui il y a cette formule, comme disait le colonel israélien. Le Qatar a affirmé que les négociations pour libérer les otages sont donc en phase finale. Depuis le début du conflit, ce pays dont vous entendez beaucoup le nom joue l'intermédiaire. Pour quelles raisons? Est-ce qu'il y a un double jeu? Quels sont ses intérêts? C'est les questions auxquelles Julie Rico répond. Il est au premier plan depuis le début de la guerre entre le Hamas et Israël. Le Qatar, petit émirat grand comme l'Île-de-France, mais dont le rôle d'intermédiaire le place au devant de la scène internationale. Notamment sur la question des otages, car toute la spécificité de la diplomatie qatari est d'entretenir une double relation avec le Hamas, dont le pays abrite la branche politique, et Israël. Le Qatar a aussi de bonnes relations avec Israël, même si le Qatar n'a jamais noué officiellement de relations diplomatiques avec Israël. Depuis 1996, le Qatar discute avec Israël. Fin octobre, le Qatar a permis la libération de 2 otages américaines. Le président Joe Biden a remercié le pays. Leur intérêt, c'est d'exercer une influence sur des dossiers où ils sont les seuls à exercer cette influence. C'est un pays qui a abrité la Coupe du Monde l'an dernier, qui a une puissance énergétique très importante et qui effectivement veut exister et existe en partie à cause de ce rôle médiateur. Depuis plusieurs années, l'Émirat du Golfe est devenu un acteur incontournable sur la libération d'otages. Mi-septembre, il a permis de libérer des Américains prisonniers en Iran. C'est un peu la contradiction des relations internationales. Vous dénoncez comme d'autres les violations des droits de l'homme dans ce pays et dans cette région. Et puis il s'avère finalement être un interlocuteur incontournable pour obtenir une solution humanitaire à un problème douloureux. Bah oui, c'est le paradoxe, c'est le paradoxe, mais cet accord est très important parce que d'abord, on parle de libération d'otages. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est 50 otages, il en reste 190, mais c'est déjà important. Mais il y a aussi un deuxième sujet dans cet accord, c'est que la Croix-Rouge va pouvoir rencontrer tous les otages, même les non libérables, si je puis dire, et apporter des médicaments. Donc, c'est un deuxième aspect de cet accord qui, pour nous, est très, très important. Donc, encore une fois, c'est un premier pas. C'est nettement insuffisant, mais c'est un premier pas. Il faut vraiment continuer notre pression sur la communauté internationale pour qu'on libère l'ensemble des otages, pour qu'on libère les prisonniers illégaux palestiniens et pour qu'on ait des pauses sur les bombardements de manière à mettre en place des corridors humanitaires qui apportent les biens de première nécessité dont la population gazaoui est privée depuis le 7 octobre. C'est vraiment une tragédie humanitaire qui est en train de se dérouler sous nos yeux et il faut véritablement qu'on obtienne ce cessez-le-feu pour y subvenir. En quelques mots, Younes Belfella, c'est le Qatar qui se crée une belle couverture diplomatique, ou c'est vraiment un acteur diplomatique incontournable qui se refait une virginité en quelque sorte aux yeux des Occidentaux?
Je m'interroge sur une question principale par rapport au Qatar. C'est quoi la contrepartie? Parce que le Qatar fait ce rôle diplomatique, il y a une contrepartie. Il y a quelques mois, on a évoqué en Europe le Qatargate, la corruption de Qatar dans l'Union européenne. En France, on parle toujours des enquêtes sur le rôle du Qatar dans le financement de l'islamisme et du djihadisme en France et en Europe. Aujourd'hui, il y a une contrepartie qui est donnée au Qatar. Ça va se révéler dans les prochains mois. Au Qatar, ça ne peut pas être une garantie que la tête politique du Hamas continue de pouvoir c'est le jeu qu'ils sont en train de faire. C'est-à-dire pour les Américains, ils sont en train de faire le jeu des paradoxes. Donc il y a 2 bases militaires américaines. En même temps, il y a la présence pas seulement du Hamas, mais de tous les mouvements islamistes dans le monde entier. Vous avez du Taliban, vous avez du Hamas, vous avez de tout. Donc la gamme au Qatar, toute la gamme islamiste djihadiste, elle est omniprésente, et en même temps, ce qui est important, ils ont beaucoup d'argent. Donc, et en plus, ils n'ont pas une charge de population, parce qu'au Qatar, les Qataris, ceux qui ont un passeport de Qatar, c'est 300 000 personnes. Donc, le pays, il est en train de montrer une certaine influence régionale sur des questions diplomatiques. Mais c'est l'émergence d'un acteur réel. Non, pas du tout, parce qu'ils n'ont pas les vraies capacités d'une puissance régionale. Ce qui existe aujourd'hui, c'est seulement de l'argent avec un appui militaire, américain. Même quand on a l'argent ne fait pas créer des nations. Comme ça, ouais. Ne fait pas créer des nations. Quand vous voyez des pays qui ont fait des civilisations dans le monde entier, je crois que même pour vous, ça sera difficile de me citer un intellectuel qatari ou de me citer c'était quoi le Qatar avant l'arrivée de l'émir Hamed là il y a 20 ans. Donc normalement, il y a vraiment beaucoup de discussions sur ce rôle de Qatar. Mais ce qui est inquiétant pour moi, c'est cette contrepartie. C'est-à-dire que là, par rapport à qu'est-ce qu'il a demandé en échange, Qu'est-ce qu'il a demandé en échange? Et en plus, on est en train de donner de la crédibilité à des pays, voire des acteurs, à jouer ce genre de rôle qui sont extrêmement risqués, soit d'avoir des liens avec ce genre d'organisation que je peux dire, oui, terroristes, mais c'est aussi des organisations paramilitaires privées. Ça nous rappelle un petit peu Wagner ou d'autres styles d'organisation. Et ça, bien évidemment, c'est un risque. Là, ce qui est sûr, c'est que, là, je termine, c'est que malheureusement, dans le monde, là où on vit aujourd'hui, il y a de la guerre, c'est vrai, mais il y a aussi des acteurs qui ne sont pas rationnels. Et ça, c'est le vrai danger pour analyser la situation aujourd'hui. Et on en parlera sûrement tout à l'heure dans On vous répond avec Bruno Tertrais à la tête de la FRS, directeur adjoint, qui signe justement le choc des mondes. Pour l'instant, ce sera le choc d'Alban Mikosi avec le choix de nos experts de France Info chaque soir. Et ce soir, c'est vous, Alban, éditorialiste international, grand reporter, ancien correspondant. Et on l'a montré en titre, on s'arrête avec vous. Déjà, bienvenue, Alban. Merci. Je parle trop, je suis bavarde. On s'arrête sur un G20 en virtuel pour les principaux chefs d'État. Et l'on retrouve Vladimir Poutine. C'est organisé en Inde. C'est la première fois depuis le début de la guerre en Ukraine que le numéro 1 russe s'adresse à cette assemblée en personne. Comment ça s'est passé? Il y a la forme et le fond, c'était très attendu. Oui, c'était très attendu. La différence avec un sommet classique, c'est qu'il n'y a pas de dialogue, pas de discussion bilatérale entre des chefs d'État, puisque c'est par Teams, par réseau social. Par visioconférence. Par visioconférence, on peut chercher le mot. Chaque chef d'État intervient pendant 10 à 15 minutes. Le thème proposé par l'Inde, c'était l'économie mondiale face aux défis contemporains et notamment la question du climat. Alors Emmanuel Macron a parlé, ensuite Narendra Modi, le numéro 1 indien. Et puis quand Vladimir Poutine parle, vous voyez, on ne voit plus beaucoup de gens pour l'écouter. J'ai regardé très précisément l'image. Il y a 5 personnes qui apparaissent en bas en permanence. À un moment, il y a le numéro 1 espagnol, mais on ne verra pas la France, ce qui ne veut pas dire, me dit-on en haut lieu, que évidemment l'Élysée n'a pas écouté Vladimir Poutine, s'il n'y a pas eu d'interaction, encore moins d'interaction avec Joe Biden, parce que Joe Biden, lui, carrément, il n'est pas venu. Vous l'avez écouté, Alban, on l'a compris attentivement. Qu'est-ce qu'il a dit de marquant, Vladimir Poutine? Alors, une intervention classique en 2 chapitres. Le premier sur l'économie. Sans surprise, il a critiqué les sanctions internationales. Et en gros, il expliquait que tous les problèmes de l'inflation dans le monde étaient liés aux sanctions sur la Russie. Ensuite, quand il a eu terminé avec ça, il a sauté le passage sur le climat, ou alors je l'ai raté, mais en tout cas, il ne m'a pas semblé qu'il en ait parlé du tout. Et il est allé directement à la situation internationale, liant dans ses propos les victimes de guerre en Ukraine et à celles de Gaza, puis s'apercevant qu'il était en train finalement de comparer les actions de l'armée israélienne avec les actions de l'armée russe, ce qu'il ne voulait sans doute pas faire à l'origine. Il s'est lancé dans une déclaration qui peut ressembler à un signe de cessez-le-feu demandé par les Russes. Je vous propose de l'écouter, c'est un peu long, mais ça vaut le coup de l'écouter.
Certains collègues ont déclaré dans leur discours qu'ils étaient choqués par cette agression. L'agression de la Russie envers l'Ukraine. Oui, bien sûr, les opérations militaires sont toujours une tragédie pour des personnes spécifiques, pour des familles spécifiques, et puis pour un pays tout entier. Et bien sûr, nous devons réfléchir à comment arrêter cette tragédie. Au passage, la Russie n'a jamais refusé les négociations de paix avec l'Ukraine. Ce n'est pas la Russie, mais l'Ukraine qui a publiquement annoncé qu'elle se retirait du processus de négociation. Alors, on voit bien que c'était un Teams, comme on dit dans notre jargon, avec la mise en image. Ça a moins de panache qu'un tapis rouge quand on descend de l'avion. Mais en fait, au-delà de la mise en forme, il y a le fond. Il n'avait pas le choix parce qu'il est sous mandat d'arrêt de la CPI, Vladimir Poutine. Il ne peut pas bouger. Depuis mars dernier, il est visé par ce mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale avec l'accusation d'avoir fait déporter plusieurs milliers d'enfants ukrainiens. Il peut donc être arrêté à peu près partout, sauf dans une soixantaine d'États qui ne reconnaissent pas la compétence de la CPI. C'est le cas de la Chine, c'est le cas du Kyrgyzstan, les deux seuls déplacements qu'il avait fait jusqu'alors. Demain, il ira en Biélorussie. Il n'y a aucune chance qu'il soit arrêté en Biélorussie. Mais il n'était pas présent dans les récents sommets. On se souvient que c'était M. Sergueï Lavrov qui l'avait représenté auprès des BRICS en août. Et puis là, sur ces images, auprès du G20 qui s'était tenu en septembre dernier en Inde. Le prochain rendez-vous physique l'année prochaine, ce sera au Brésil. On verra bien ce qui se passera. D'ici là, il y a un rendez-vous la semaine prochaine. C'est la COP28 qui commence à Dubaï. Vladimir Poutine a déjà dit qu'il n'irait pas. Il ne parlait pas de climat ou alors vous l'aviez manqué. Mais je pense, comme vous, qu'il n'en a peut-être sans doute pas parlé. Merci beaucoup, Alban. C'était votre choix ce soir. Merci beaucoup, messieurs, pour cette première partie du Monde de l'Oison qui était consacrée à cette attente de la libération des otages en Israël et à la situation militaire sur place.